Il paraît Tarak, le mouvement séparatiste basque français démantelé, son chef Philippe Bidar et ses 4 lieutenants arrêtés. Visite dans un pays interdit, un régime qui continue d'honorer le maréchal Staline, 3 millions d'habitants qui vivent en circuit fermé, l'Albanie entrouvre ses portes. Rugby, les Français ont pris leur revanche après la défaite contre l'Écosse, ils ont terrassé les Irlandais 25-6. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Et pour commencer tout de suite, une excellente nouvelle. Une victoire française aux Jeux Olympiques d'hiver à Calgary dans la descente du combiné féminin. Victoire de Carole Merle. Patrick Montel. On pourrait appeler cela l'effet Picard. Carole Merle, dossard numéro 16, domine toutes les spécialistes dans la descente du combiné. Un succès forgé dans la première partie du parcours, extrêmement technique. Meilleur temps intermédiaire pour 12 centièmes de seconde. Et Merle qui ne faiblit pas. À l'arrivée, 1:16,46, soit 52 centièmes d'avance sur Maria Valizer, la Suissesse. Demain dans le slalom, il lui faudra confirmer. Mais poussée par le formidable mental de l'équipe de France, Carole Merle peut raisonnablement espérer une médaille. En slalom, j'en ai fait hier, ça va pas mal. De toute façon, j'attaquerai à fond et puis bon, bah, si ça passe pas, c'est pas grave. Je sais que je skie bien, donc j'ai le moral de toute façon. L'espoir pour Carole et la déception pour l'autre spécialiste française, Claudine Monet, éliminée sur chute dans le haut du parcours. Un parcours décidément impitoyable. On ne peut jamais affirmer, même si elle est toujours restée marginale, qu'une organisation terroriste a été définitivement démantelée. On peut dire en revanche que le mouvement séparatiste basque français, il paraît Tarak, a perdu aujourd'hui son chef historique, Philippe Bidar, et 4 de ses lieutenants arrêtés la nuit dernière par les gendarmes du GIGN, le groupement d'intervention, qui avaient cerné leur planque dans un appartement du Boucau, dans la banlieue de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les gendarmes ont mis ainsi un terme à 6 années de cavale pour Philippe Bidar, cet ancien séminariste passé à la clandestinité et à la violence. En effet, 2 voire 4 présomptions de meurtre de policiers pèsent sur ses épaules. Hervé Brusini. C'est ici que tout a commencé, à Saint-Étienne-de-Baïgorry. En 1973, un pharmacien responsable d'une maison pour handicapés est agressé. Sur les murs du village, un sigle apparaît, ICA. Il paraît Tarak, littéralement ceux du Nord, par différence avec l'autre côté de la frontière franco-espagnole, ceux de l'ETA. Philippe Bidar, c'est l'un des fondateurs d'Iparet Tarak. Il est passé par le grand séminaire à Dax et par la formation des commandos pendant son service militaire. Les objectifs d'Iparet Tarak, l'indépendance de la province, le soutien aux séparatistes basques espagnols. Il y a quelques mois, voici ce que disait Jojo Bidar de ses 3 frères, tous membres du groupe. Ce qui caractérise leur travail ou leur action, c'est une formidable envie de vivre, que ce soit à tous les niveaux, jusqu'à présent, au niveau économique, que ce soit au niveau culturel. Ils ont toujours prouvé leur attachement à leur identité, à leur terre, et ils ont toujours voulu préserver leur identité. Pour Philippe, ce sera par la violence. En 10 ans, le groupuscule revendiquera une 60aine d'attentats. Trésorerie, syndicat d'initiative. Mais en 82, l'histoire du mouvement bascule. 2 CRS sont tués, précisément à Saint-Étienne-de-Baïgorry. Des meurtres imputés à Philippe Bidar, Bidar qui est désormais un clandestin. En août 83, face à une patrouille, une fusillade éclate, un gendarme est tué. C'est encore Bidar, disent les enquêteurs. Toutes les forces de police et de gendarmerie se mobilisent. Bidar, on croit le voir partout, mais il reste insaisissable. Pourtant, Iparet Tarak sera bientôt neutralisé. En juin 87, Marie-France Héguine est broyée par un train lors de son arrestation. Quelques semaines plus tard, un autre militant est victime de sa propre bombe, son complice amputé d'une jambe. Et c'est la cascade des arrestations, les frères de Bidar et les 2 fidèles, Muesca et Pérez. En août dernier, Bidar répond à coups de revolver à un contrôle d'identité. Une nouvelle mort, un gendarme, la dernière victime d'une cavale qui aura duré 6 ans. Oui, revenons maintenant sur les circonstances de l'arrestation de Philippe Bidar et de ses 4 lieutenants. C'était la nuit dernière dans une planque, un appartement du Boucau, près de Bayonne. Ça s'est donc passé la nuit. C'est le groupement d'intervention de la gendarmerie, le GIGN, qui avait monté cette opération. Dominique Thiers, Philippe Etcheverry.
petite satisfaction, cette prise d'armes, 2 pistolets automatiques, un revolver, un pistolet mitrailleur, une grenade offensive et de grosses sommes d'argent. Grande satisfaction, l'arrestation de 5 membres d'Iparétarac et surtout de leur chef, Philippe Bidar. Cet après-midi, le ministre de la Sécurité s'était déplacé en personne pour féliciter les gendarmes. Mais je suis tout à fait satisfait de toutes les modalités de cette opération, du long travail qui a été fait, de renseignement, de mise en place et d'exécution. Cela montre que l'on peut efficacement lutter contre le terrorisme. La gendarmerie l'a encore montré cette nuit, en respectant totalement les règles de l'état de droit, ce qui a été fait. La réussite de l'opération est due à 2 hommes, ou plutôt 2 unités. Celle de Philippe Legorju, le capitaine du GIGN, celle d'un Basque, le capitaine Sens, de la section de recherche de Bayonne. Au départ, l'observation scrupuleuse des faits et gestes de Jean-Paul Iribarren. Il est sorti de prison en mai dernier et très vite, il reprend contact avec les anciens camarades. 6 hommes du GIGN analysent ses habitudes. La semaine dernière, les enquêteurs savent qu'une réunion de l'état-major d'Iparétarac va avoir lieu. Ils localisent le lieu des rendez-vous. Et pendant 8 jours, ils planquent dans ce quartier, tout près de Bayonne. Hier soir, à 23 h, 5 hommes arrivent entassés dans une 4L. Minute par minute, les gendarmes suivent les conversations. De grandes oreilles ont été posées dans la villa. À 1 h du matin, Bidar, Etchevest, Aguerre, Iribarren et Lascaraï, dont c'était d'ailleurs l'intronisation, tous 5 quittent la villa et tombent dans le piège. Échange de coups de feu, 2 clandestins sont blessés. Les gendarmes ont le triomphe modeste, mais en 1 mois, ils ont mis fin à une cavale de 6 ans. Le GIGN est une unité avant tout d'intervention. Et pour réaliser ce qui a été réalisé face à un commando aussi lourdement armé, je crois qu'il est nécessaire de faire appel à de tels spécialistes. Depuis ce matin, les interrogatoires sont menés à la gendarmerie de Bayonne afin de déterminer qui a fait quoi, autrement dit, tenter de mettre des noms sur les différents attentats revendiqués par Iparétarac. Oui, et aux félicitations de M. Pandreau que vous avez entendu dans ce reportage, il faut y ajouter celle de M. Giraud, le ministre de la Défense, adressée aux gendarmes, et puis félicitations également du président de la République, M. François Mitterrand. Pendant que la gendarmerie française arrêtait le responsable du mouvement séparatiste basque français, côté espagnol, on apprenait qu'en terrain neutre, à Alger, des négociations étaient sur le point de reprendre entre les séparatistes de l'ETA militaire et le gouvernement de Madrid. C'est donc peut-être l'ensemble du problème basque, de part et d'autre de la frontière, qui est en train de trouver sa solution. Israël, un jeune Palestinien tué aujourd'hui par balle par un militaire israélien. Cela porte à 58 morts le nombre des Arabes tués depuis le début des événements dans les territoires occupés. 58 de sources palestiniennes, 50 de sources israéliennes. Et l'on ne voit pas bien aujourd'hui comment le bilan pourrait en rester là, car l'engrenage de la violence continue parfaitement de fonctionner jour après jour. Provocation d'un côté, répression de l'autre. Philippe Gassot. Nous vous restituons ces images telles que nous les avons reçues. C'est tout d'abord le harcèlement à coups de fronde, la provocation, puis la répression. Une violence qui semble admise par le porte-parole de l'armée. Qui que ce soit qui utilise une fronde est responsable des violences qui en résultent. Des images qui, une fois encore, n'ont pas été censurées, même s'il est parfois difficile de travailler pour les équipes de télévision. Certains militaires sont conscients du mal que peuvent faire à Israël les images produites à l'extérieur. Quoi qu'il en coûte, l'armée israélienne continue sa mission de service d'ordre. Perquisition, arrestation, dans un climat d'affrontement permanent qui ne faiblit pas. Il y a une semaine, en mer Noire, des navires américains et soviétiques s'étaient abordés sans que, heureusement, l'incident ne dégénère. Les soviétiques voyant d'un mauvais œil, il faut le dire, les bâtiments de l'US Navy patrouillaient dans cette région proche de leurs frontières. Jusqu'à ce matin, les deux pays s'étaient renvoyés la responsabilité de cette affaire. Ce soir, le ministère de la Défense de Washington nous offre sa version filmée des événements. Martine Laroche-Joubert. Drôle de manœuvre en mer Noire le 12 février dernier.
Une frégate soviétique rattrape un bâtiment de guerre américain, se rapproche de plus en plus et c'est l'abordage. Un choc léger mais une opération réussie, la frégate redresse la barre. Malheureusement pour ces marins soviétiques, toute l'action est filmée du croiseur américain. C'est bien la preuve que la frégate a provoqué la collision et non le contraire, comme le prétendent les autorités de Moscou. L'origine de l'incident, le passage ce jour-là, dans les eaux territoriales soviétiques, de 2 bâtiments de guerre américains. Pour Washington, c'est un droit, à plus de 5 km des côtes. Moscou n'est pas d'accord. Un accrochage dont on peut douter qu'il dégénère en épreuve de force, mais à noter tout de même que le Pentagone diffuse ces images 2 jours avant la rencontre à Moscou du secrétaire d'État George Shultz avec Mikhail Gorbatchev. Il y a des images insolites chargées de symboles qu'il ne faut pas manquer. Celles-ci en font partie, vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, dans l'enceinte du Vatican, Jean-Paul II, le pape polonais, face à face avec les chœurs de l'armée rouge en tournée, venus lui donner l'aubade. Après l'Ave Maria de Schubert, ils ont entamé l'un de leurs plus célèbres chants, Kalinka. Écoutez. Oui, pendant ce temps-là, en Pologne, Lech Walesa affirme que la police a appréhendé ce matin à Gdansk plusieurs membres de la direction nationale de Solidarnosc qui se rendaient à une réunion. Il pourrait s'agir là de l'une des plus grandes opérations de police depuis l'amnistie des prisonniers politiques en 1986. Lech Walesa lui-même n'a pas été inquiété lors de ces arrestations. Aujourd'hui, les pays les plus secrets comme la Chine ou l'URSS ouvrent leurs portes. Tous sauf un qui ne se trouve pas pour autant aux antipodes, mais au contraire même près de nous, l'Albanie. 3 millions d'habitants qui vivent véritablement, on peut le dire, en circuit fermé, sous un régime communiste resté fidèle à Staline. C'est à Tirana, la capitale, que le secrétaire d'État aux Affaires étrangères français, M. Didier Bariani, s'est rendu cette semaine pour y signer 2 accords économiques. Une équipe d'Antenne 2 l'accompagnait. Jacques Merlino, Bernard Puissesseau. L'Albanie reste l'un des pays les plus fermés d'Europe et peut-être du monde. Avec une doctrine farouchement marxiste-léniniste et la référence toujours présente à Staline, les 3 millions d'Albanais vivent un peu à l'écart du monde. Et les frontières qui les séparent d'un côté de la Yougoslavie et de l'autre de la Grèce sont très hermétiquement fermées. Cette solitude poussée à l'extrême ne favorise pas, bien évidemment, le développement économique. Ici, le salaire moyen est de 600 francs à peine, les vêtements sont souvent bien usés et les vitrines ne sont guère fournies. Autre signe caractéristique, des rues d'un calme étonnant où les voitures sont quasiment absentes. Avec ce pays, la France a peu de rapports économiques mais possède un bel atout culturel. Un lycéen sur 3 apprend en effet le français et bien souvent il le parle remarquablement. Victor Hugo a reflété dans son programme, dans ce projet, les idées des philosophes des siècles des Lumières, par exemple. Oui, alors, ces idées des philosophes des Lumières, c'était quoi, exactement? Bon, c'était l'idée que les hommes naissent naturellement égaux. Si on peut le dire. Intéressant aussi de constater combien la doctrine officielle du superbe isolement a imprégné ces jeunes élèves. À preuve, leur méfiance pour le mouvement en cours en Union soviétique. Il y a de plus en plus des oppositions dans la société soviétique. Il y a de plus en plus de grèves. Les ouvriers sont en général contre ces réformes. Cette volonté d'indépendance à tout prix se retrouve dans le paysage albanais. En préparation à une hypothétique agression extérieure, le pays est truffé de petits bunkers qui poussent comme des champignons. Traduction albanaise des théories militaires vietnamiennes, la population ici est prête à s'enterrer pour résister et l'on remarque également dans les villes comme ici des milliers d'abris prêts à protéger hommes et femmes de possibles bombardements. Autant de symboles d'un pays replié sur lui-même jusqu'à l'excès total. Des pluies torrentielles continuent de s'abattre sur Rio de Janeiro et sa région au Brésil. Les sans-abri se comptent par milliers, les morts par dizaines, 53 selon le dernier bilan. Ce qui est le plus à redouter, ce sont les glissements de terrain. L'un d'entre eux a détruit une clinique. Des malades sont ensevelis sous les décombres. Ce mois de février, c'est pourtant l'été là-bas et c'est normalement la période du carnaval de Rio. Mais cette année, la pluie a obligé les organisateurs à supprimer le grand défilé de clôture. Problème de société en France. La féminisation des emplois a jusqu'à présent en grande partie épargné l'armée. On ne compte encore aujourd'hui en France que 18 000 femmes sur les 550 000 militaires professionnels et appelés.
La semaine prochaine, un colloque va se tenir sur ce thème à Paris. L'occasion pour nous de faire le point sur les rapports entre les femmes et l'armée et leurs fonctions à l'intérieur de l'institution militaire. Delphine Delasselle. Femmes et armée, des mots difficiles à assembler. Un quart seulement des Français s'intéressent aux problèmes de défense nationale. Les femmes s'imaginent difficilement en Margaret Thatcher dans la guerre des Malouines ou même en Indira Gandhi. Pourtant, elles représentent 25% des postes à responsabilité dans le civil. La part de la responsabilité des femmes dans la défense nationale devrait être proportionnelle à la part de responsabilité qu'elles occupent et qu'elles devraient occuper dans la vie de la nation. Les femmes ont, à mon avis, un regard différent sur les problèmes de défense parce qu'elles partent de leur vécu quotidien, de leur vécu dans leur vie familiale et dans leur vie professionnelle, alors que les hommes ont un regard plus conceptuel, plus abstrait sur les problèmes de défense. Malgré Geneviève de Galard, infirmière héroïne de Dien Bien Phu, malgré les records de Jacqueline Auriol, il aura fallu 30 ans pour que Mademoiselle Chopinet entre à l'école polytechnique. Selon un récent sondage, les Français sont à la fois moins intéressés par les problèmes de défense et plus inquiètes des menaces qui pèsent sur l'Europe. Les femmes, pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, et tant qu'elles ne sont pas confrontées directement par le biais de leurs enfants aux problèmes du service national, sont moins intéressées que les hommes sur les problèmes de défense et donc sont moins informées. Aujourd'hui, les femmes sont présentes sur les bases du Pacifique comme dans le Golfe Persique, en nombre restreint certes, mais elles n'y font pas de la figuration. Nous sommes considérés, je pense, comme des membres de l'équipage, au même titre que les autres. Les concours qui leur sont ouverts sont les mêmes que ceux des hommes, bien entendu, mais souvent le nombre de places mis à leur disposition n'est pas le même. Dans l'école que je commande, par exemple, le concours n'est pas totalement libre pour les filles, en ce sens que chaque année, le ministre fixe le nombre de places qu'il accordera aux jeunes filles. Je pense que l'armée n'a rien à perdre, bien au contraire, à augmenter sa féminisation. Les rapports des femmes avec les problèmes de défense sont contradictoires. Elles réagissent différemment en mères de famille ou en citoyennes. Mais les sondages sont formels. La majorité d'entre elles sont pour le service national obligatoire, masculin bien sûr. La politique maintenant, en Nouvelle-Calédonie, le leader des indépendantistes du FLNKS, M. Jean-Marie Djibaou, veut faire échec aux nouvelles institutions qui devraient entrer en vigueur après le vote du 24 avril prochain. Pour ce faire, il appelle à une mobilisation musclée sans pour autant donner de précision sur ses actions. Campagne présidentielle, Mme Simone Veil déclare à une radio locale protestante « Le phénomène du Front National s'effondrera à un moment car il ne correspond pas véritablement à un courant politique dans le pays, sinon à 3 ou 4% maximum des électeurs ». Le mouvement des radicaux de gauche, le MRG, réuni en convention à Paris, vote sa confiance au candidat François Mitterrand alors que celui-ci ne s'est pas encore officiellement déclaré. Mais comme l'indique son président, François Doubin, ils vont tout faire pour le décider. Bernard Pradina. Le président n'a pas encore annoncé qu'il était candidat. Cette campagne sera courte. Ce qu'il faut, c'est que le mouvement des radicaux de gauche soit prêt à démarrer au quart de tour. Nous avons choisi l'homme parce que nous le connaissons de longue date. Nous avons été le premier à le soutenir dès le début de sa candidature comme candidat de l'Union de la gauche. Dès lundi matin, j'irai à l'Élysée rendre compte de ce congrès, de cette convention, et bien entendu faire part de ce que sont nos principales propositions. Je suis persuadé, compte tenu de leur nouveauté, que le candidat potentiel, puisque c'est ainsi que vous l'appelez, en tiendra le plus grand compte. Après les révélations dans l'affaire Grégory, fausses preuves présentées par les enquêteurs selon des journalistes du Républicain Lorrain et du Figaro, eh bien les policiers accusés se défendent, ça on le savait déjà, et surtout le procureur général chargé du dossier estime que ces accusations ne reposent sur aucun élément valable. Précisons tout de suite, à propos d'un sondage dont je vais vous parler à l'instant, qu'il est à mettre en marge de l'affaire du procès de l'affaire des médecins de Poitiers, accusés de la mort d'une patiente. Il s'agit là en effet d'une affaire criminelle. Tout de même, ce sondage est intéressant. 212 médecins généralistes ont été interrogés et une grande majorité s'estime à l'abri des poursuites judiciaires à la suite d'éventuelles erreurs de diagnostic, alors que les malades, dans le même temps, commencent en France à porter plainte contre leurs médecins devant les tribunaux. 30% d'augmentation des affaires en 1985, à titre d'exemple.
Cela dit, la situation en France n'a encore rien à voir avec celle que l'on connaît aux États-Unis, où des avocats se sont désormais fait une spécialité des dossiers patients contre médecins ou chirurgiens. Le détail du sondage, Jacques Violet. Les 100 000 médecins qui exercent leur profession en France prescrivent ensemble environ 1 million d'actes médicaux par jour. Chiffre impressionnant qui va de la consultation à l'acte chirurgical. Sans tomber dans les excès des États-Unis, où l'Américain moyen traîne son tout-bib devant les tribunaux pour un oui ou pour un non, les Français ne considèrent plus que leurs médecins soient intouchables. Dans ce sondage, 68% des médecins interrogés reconnaissent qu'ils sont plus mis en cause qu'auparavant. Leur responsabilité professionnelle est même quelquefois attaquée. Il n'empêche que dans leur majorité, les médecins généralistes restent confiants en eux-mêmes. 73% d'entre eux pensent que ces mises en cause ne les concernent pas spécifiquement. Dans la réalité, les médecins sont peu menacés et encore moins poursuivis. 17% avouent avoir été menacés par des patients ou leurs familles, seulement 4% ont été poursuivis devant les tribunaux. Nous avons traité lors de la dernière année à peu près un peu moins de 2000 conflits, étant entendu qu'il s'agissait d'affaires soit petites, soit moyennes ou soit importantes. Dans le cas d'un conflit, les médecins feraient plus confiance pour défendre leurs intérêts à leur assurance professionnelle, 56%, qu'au Conseil de l'ordre, 18%, ou à leur syndicat, 8% seulement. Enfin, d'après les médecins interrogés, principal responsable de ces mises en cause, une médiatisation excessive des affaires. L'économie maintenant, le Crédit Agricole devient une mutuelle. Le montant global de ses actions a été fixé à 7 milliards de francs. 90% de ces actions vont être rachetées par les caisses régionales. Les 10% restants seront proposés au personnel de ces caisses. On en vient au sport. Après la bonne nouvelle du début de ce journal, victoire de Carole Merle dans la descente du combiné aux Jeux Olympiques d'hiver de Calgary, on attendait les rugbyman français cet après-midi. On les attendait même au tournant. Ils n'ont pas déçu. Ils ont battu l'Irlande 25-6 cet après-midi au Parc des Princes. Lionel Chamoulot. Kourou a réussi son coup, Dubroca est heureux et il a une raison particulière. Aujourd'hui, c'était mes adieux au Parc des Princes en tant que capitaine de l'équipe de France. Pour les adieux du capitaine au parc, ce fut un feu d'artifice. 30e minute, le pack français sort un bon ballon pour les trois quarts. Blanco intercalé redouble avec la Gisquet pour le premier essai. Malheureusement, Serge Blanco, au moment d'aplatir, se blesse. Regardez bien son bras gauche. Malheureusement, sur l'essai, au moment d'aplatir, je suis tombé sur le coude et ça fait que l'épaule est remontée. Bon, mais ça fait partie du rugby, il faut le prendre tel quel. Mais Blanco, en 60 sélections, on a vu d'autres. Il reste sur le terrain et la fête continue. 44e minute, la Gisquet échappe à la défense irlandaise, 11-0. 7 minutes plus tard, le pack français souverain sort un nouveau ballon sur les 22 mètres irlandais. Les Verts sont débordés par le rythme et l'engagement des Blancs. Philippe Sella, retrouvé, perfore, crée le surnombre. Berbizier joue petit côté pour Béraud. Puis Canberra-Béraud qui marque en coin. Cet essai est transformé, France 17, Irlande 0. Les Irlandais inscrivent une pénalité par Kiernan, mais ils n'ont encore rien vu. Suivez le fantastique travail entre Lagisquet, Blanco et Andrieux le long de la ligne de touche. La brèche est ouverte, Andrieux lance Rodriguez, qui transmet à Carminati, qui file à l'essai. Anna Carminati, 22 ans, première sélection dans le tournoi, et un essai. C'est très très grisant, on a envie de crier à 10 mètres de la ligne avant. Vous vous souvenez comment ça s'est passé cet essai, comment il est venu? Non, pas trop. Non. Enfin, je sais qu'il y a eu, je sais pas, 50 ou 60 mètres. Hein. Puis voilà, et puis il s'est trouvé que le dernier a touché le ballon, c'était moi. Ça aurait pu en être un autre, mais c'était moi, alors c'est moi qui ai marqué. C'est simple, le rugby, surtout joué comme aujourd'hui par les Français. 68e minute, Cécillon pour Carminati de nouveau, pour lancer Sella, qui signe son retour en forme par cet essai. Superbe troisième ligne qui a redonné son standing au rugby français. Les Blancs, vexés après leurs 2 matchs moyens contre l'Angleterre et l'Écosse, ont frappé fort. Ils ont reconquis tout le monde, c'est ça l'orgueil. Beaucoup de critiques font aussi un petit peu de mal, donc on arrive petit à petit à retrouver tout ce qu'on avait perdu un peu grâce à tout ça. Je voudrais dire un grand merci à Jacques parce que ça a été l'unique homme qui a réussi à me faire passer quelque chose depuis que j'ai commencé à jouer au rugby. Donc merci Jacques.
25-6, les Irlandais n'ont toujours pas compris ce qui leur est arrivé et eux, ils ne lui disent pas merci à Jacques Fourou. Oui, dans l'autre match du tournoi, le Pays de Galles a battu l'Écosse 25-20. Les Français sont donc en bonne position pour remporter ce tournoi, malgré leur défaite contre l'Écosse. Prochaine et dernière rencontre, justement, contre le Pays de Galles. Tennis tournoi de Milan, Noah confirme. Après l'Australien Pat Cash, il a battu en demi-finale Boris Becker. Daniel Casal. Aujourd'hui à Milan, Noah rimait avec joie. Hier déjà, le Français avait battu l'Australien Pat Cash, 7e mondial. Cet après-midi, au terme d'un combat épique, il a éliminé au finish l'Allemand Boris Becker, numéro 4 et tenant du titre. Une condition physique retrouvée permettant une présence impressionnante au filet, c'est tout le secret de Noah. Il le dit lui-même, il ne peut pas, avec sa seule technique, battre les meilleurs. Il lui faut avant tout être physiquement prêt. Il ne l'était pas en Australie, il ne l'était pas davantage à Lyon. À Milan, l'athlète s'est retrouvé. Cela lui a permis de tenir la dragée haute au double vainqueur de Wimbledon et de s'imposer au tie-break du dernier set. Sur ce point, il obtient sa deuxième balle de match. Sur son service, il ne laissera pas passer l'occasion. 6-4, 4-6, 7-6. Pour la deuxième fois en 2 jours, il bat un joueur mieux classé que lui. Cela ne lui était pas arrivé depuis 1 an. Demain en finale, Noah rencontrera soit Jimmy Connors, soit le Tchécoslovaque Srejber. J'espère que les gagnants du tiercé de cet après-midi ont fait le même bond de joie en apprenant qu'ils avaient gagné. Vous allez voir s'inscrire sur votre écran les résultats. Le 9, le 2, le 4, et puis pour le quart et plus, le 9, le 2, le 4 bien sûr, plus le 17, ça rapporte tout de même un peu plus de 72 000 francs, c'est pas si mal. Et puis on va voir maintenant les pronostics de Pierrette pour demain. Voilà, et vous savez que ce sera l'avant-dernière réunion de course à Vincennes, parce que les trotteurs sont fatigués, ils ont besoin d'aller se reposer. Alors dans 15 jours, eh bien, ce sera les chauds d'obstacles à Auteuil qui les remplaceront. Donc tiercé demain après-midi à Vincennes, dans le prix Vindex France Info, une course aux 3 longue de 2650 mètres qui promet d'être passionnante, car elle sera animée par un lot de 18 trotteurs âgés de 4 ans d'excellente qualité. Ces chevaux sont répartis sur 2 poteaux de départ, et la course promet donc d'être très ouverte. Le rapport risque également d'être très élevé. Alors pour vous aider à jouer, eh bien voici le pronostic que je vous propose maintenant, avec en tête Sunday le numéro 6, suivi de Santambour le 19, Spitzer le 4, Sheriff Pénalan le 14, Sibérien le 2, Swing le 11, Scottish de Vandel le 8 et pour terminer Star d'Azré le 12. 6, 19, 4, 14, 2, 11, 8 et 12. Il y a un nom partant, le numéro 9, Silky. Merci Pierrette. Avant la météo, la circulation, les zones 2 et 3 se sont croisées sur les routes des Alpes. Aujourd'hui, résultat, bouchon. José Blanc-Lapierre. Futé enregistrait encore à 19h 35 km de bouchons à Albertville et 27 km à Moutier pour accéder aux stations. Dans le sens des retours, il y avait encore 25 km pare-choc contre pare-choc à Aigueblanche. Ces difficultés devraient se prolonger tard dans la soirée. Dimanche, une circulation plus fluide est prévue, mais il faudra compter avec les points noirs traditionnels de la Tarentaise, de la Romanche et du département de l'Ain. Le ciel était dégagé, vous l'avez vu, il le sera encore demain, pratiquement partout, à quelques nuages près. Ces nuages, nous allons les voir sur notre animation satellite. En fait, il y a un anticyclone sur le nord du pays et des nuages contournent cet anticyclone si bien qu'ils viennent se loger sur le nord-est. Résultat, pour demain, du brouillard le matin sur le Cotentin et sur la vallée de la Seine. Ensuite, donc, quelques nuages qui continueront à se promener sur le nord-est. Des entrées maritimes sur l'extrême sud-ouest qui vont couvrir un petit peu le ciel. Partout ailleurs, ce sera un ciel dégagé. Place au soleil, les températures seront fraîches le matin. Il fera -1 à Paris, -2 à Clermont-Ferrand. Dans la journée, il fera -7 à Paris, 10 à Brest sur la moitié sud, 7 à Lyon, 14 à Marseille et toujours 17 à Perpignan. Demain, eh bien, dimanche, 21 février, ce sera le premier dimanche de carême. C'est même dimanche toute la journée, José. Oui. Voilà, alors si je ne m'abuse et sans me vanter, il est maintenant l'heure d'aller rendre visite à Michel Drucker pour son Champs-Élysées de ce soir. Le dernier rendez-vous avec l'information, ce sera en fin de programme Philippe Gassot. Puis après, les Jeux Olympiques d'hiver. On n'arrête jamais sur Antenne 2. Bonsoir, excellente soirée, à demain 13h.